Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture sur la chaîne où je vais vous parler des 3 derniers romans que j'ai lus la semaine passée. Et alors il y a un peu de... Voilà, il y a de tout. Il y a du contemporain, il y a du polar, il y a du thriller. Donc de quoi contenter chacun d'entre vous où vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Donc, je vais commencer par celui-ci, par Cette nuit-là de Victoria Hislop, publié aux éditions Les Escales. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Donc, c'est la suite du très connu Île des Oubliés, de la même autrice bien évidemment, qui est sorti il y a une grosse dizaine d'années, que je n'avais jamais lu. Voilà, que je m'étais toujours dit que je voulais lire et que je n'avais jamais lu. Et donc là, quand la maison d'édition m'a dit, m'a proposé de me l'envoyer, j'ai dit oui. Et donc du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion du coup pour lire le premier que j'ai lu la semaine dernière. Donc vous retrouverez mon avis sur l'île des oubliés dans un de mes précédents points lecture. J'essaierai de vous le mettre dans le petit i ici, si je peux. Si je le mets pas à un endroit différent, n'est-ce pas? Et donc ici, c'est ce qu'on appelle une... Alors c'est une suite directe sans être une suite directe. C'est plutôt une histoire concomitante à celle qui s'est passée dans l'île des oubliés. Ça se passe en Crète, où là du coup ce roman, cette suite, et a comme pivot, comme personnage central, un des personnages secondaires de l'île des oubliés. On suit Manolis, qui va être obligé de quitter la Crète vers la Grèce continentale pour changer complètement de vie suite à un événement qui s'est produit dans l'île des oubliés. Et donc on ne peut pas vous parler ici, je vous laisse complètement découvrir ce qui s'est passé. Et donc il plaque tout et il part vivre, sur la Grèce continentale et il change complètement de vie. Il rencontre d'autres personnes avec qui il va créer des liens très forts. On retrouve également Maria, personnage également rencontré dans l'île des oubliés, qui va, on va suivre un petit peu plus sa vie, et notamment sa relation avec un des personnages de l'île des oubliés aussi, mais je ne vais pas vous dire lequel parce que sinon ça va complètement vous dévoiler l'intrigue du roman. J'ai lu ce roman en lecture commune avec Caro et Elodie. On a eu globalement toutes les trois le même sentiment sur ce roman, à savoir que il se passe pas grand chose. Je pensais qu'on allait en apprendre un peu plus, et finalement, sur ce qui s'était passé lors de ce fameux événement dans l'île des oubliés, qu'on allait avoir cette suite. Parce que cette nuit-là, c'est pas, ce titre-là est pas anodin pour ceux qui ont lu l'île des oubliés. Ce titre-là n'est pas anodin. Donc du coup, on pensait en apprendre un peu plus, que ce soit un peu plus étoffé. Et en fait, on n'en apprend pas beaucoup plus que dans l'île des oubliés, mais on a juste la vie de Manolis dans cette suite. Et autant dire les choses, il a pas, c'est pas un truc de fifou, hein, c'est pas extraordinaire. Il est lui il s'estime victime quoi de ce qui s'est passé. Alors il y a quand même eu un drame qui s'est passé. Pour lui, il s'estime complètement victime, et il s'estime pas le seul victime de l'affaire. Ils sont coupables. Enfin là, pour lui, il est coupable de rien de ce qui s'est passé. C'est tous les autres qui ont une part de responsabilité, mais pas lui. Lui, il vivait sa passion, il vivait sa vie, et c'est les autres qui ont foutu le bordel, mais presque. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. Je l'ai trouvé un peu de mauvaise foi quand même, hein, parce que il a quand même une part de responsabilité sur ce qui s'est passé. Je vous laisserai découvrir en quoi. Du coup, mais mon sentiment sur ce roman-là, c'est que ça aurait très bien pu. Le roman, il fait
Ouais, voilà, 200, voilà, il fait 280 pages. Alors, sans pour autant rajouter 280 pages à l'île des Oubliés, on aurait très bien pu rajouter des éléments de cette histoire-là dans l'île des Oubliés pour en faire un roman un peu plus épais. Peut-être rajouter 100 à 150 pages de plus et développer ce qui a été développé dans cette suite. Ça aurait peut-être, voilà, je pense que voilà, le roman, l'île des Oubliés, se suffit à lui-même. Il se suffit grandement à lui-même. L'idée d'avoir imaginé une suite, alors on aurait peut-être pu développer un autre personnage, mais à ce moment-là, lui donner du corps, lui donner de la consistance. Tandis que là, je trouve que c'est quand même beaucoup trop resté en surface et du coup, on s'attache pas du tout à Manolis. Hein. Il est complètement enfin, il est dans un déni mais total. Voilà, il se remet pas du tout en cause. Alors après, ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire, c'est quand même les gens qu'il rencontre. Ils ont une histoire aussi, ils ont des fêlures, ils ont un passé, pour certains assez lourd et qui va pas être sans conséquence. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de ces personnages-là. Alors peut-être que on aurait pu, je sais pas, peut-être un peu plus aller en profondeur sur ces personnages-là. Mais voilà, je pense que est-ce qu'on a voulu faire est-ce qu'on a demandé à l'autrice de faire une suite parce que ça c'était très le premier a eu un succès énorme et retentissant dans le monde entier et est-ce que ça a été un choix un choix de l'autrice elle-même de d'aller plus loin. J'ai pas trop retrouvé le charme que j'ai trouvé dans le premier, le charme de la Crète, le charme de la Grèce. Du coup, on parle très peu de Spinalonga parce que de toute façon, c'est plus voilà, c'est plus le centre d'intérêt du roman, à la différence de l'île des Oubliés. Euh, alors c'était pas mauvais, mais du coup j'en attendais peut-être plus de cette lecture et j'étais un petit peu déçue, déçue de ce roman parce que j'en attendais vraiment plus. Et je m'attendais pas, voilà, je m'attendais pas à cette histoire, je m'attendais complètement à autre chose. Euh, alors la plume de l'autrice est toujours est toujours très fluide. Hein. On voyage, mais on est un peu moins dans l'ambiance grecque, comme dans l'île des Oubliés. On est plus dans une histoire de personnes. Et là, le cadre change complètement. On aurait très bien pu transposer l'histoire de ces personnages dans un autre cadre autre que des îles grecques. Ça aurait très bien pu fonctionner aussi, hein, parce que voilà, tout le décorum qu'il y avait dans l'île des Oubliés est beaucoup moins présent dans celui-ci. Alors voilà, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais je suis déçue du traitement qui a été qui a été fait de cette histoire, et je pense très sincèrement que il aurait mieux valu ne pas écrire de suite et rester vraiment sur l'île des Oubliés et sur la fin proposée par l'île des Oubliés. Je pense que ça suffisait grandement à ce roman. Ensuite, on change complètement de cadre. J'ai lu l'une des dernières parutions des éditions Tornada. Il s'agit de Seule la haine de David Ruiz Martin. Donc ici, on se retrouve dans un thriller, dans un huis clos. On rencontre deux personnages tout de suite, en la personne de Larry, qui est psychanalyste spécialisée dans les troubles du comportement des ados, et Elliot, qui a 15 ans, et qui souffre énormément psychologiquement du décès, du suicide de son demi-frère qui était suivi par Larry. Et du coup, tout le roman va être une confrontation, va être une confrontation entre Larry et Elliot. Parce qu'il faut quand même, voilà, faut pas oublier que Elliot menace Larry d'une arme à feu. Il est armé, il est potentiellement dangereux. On ne sait pas du tout et surtout à quel moment il va péter un boulard et commettre un massacre dans le cabinet du psy. Et tout au long de l'histoire, enfin tout au long du roman, on va avoir Elliot qui va raconter une histoire, qui va raconter l'histoire de son frère et comment son frère en est arrivé à se donner la mort et du coup ce qu'il attend de Larry
et pourquoi il l'a pris en otage complètement dans son cabinet. Alors, l'ambiance monte petit à petit. L'auteur prend vraiment bien son temps pour bien mettre en place son intrigue. Des fois, on se dit ah ouais, ça y est, j'ai deviné, il va partir par là. Et en fait, non. Il y a un peu, il y a des petits trucs qui font qu'il part totalement dans une direction complètement opposée à celle qu'on envisageait, ce qui redonne un peu un nouveau tour, un nouvel élan au récit jusqu'à la fin. Et là, on est quand même dans de la manipulation psychologique. C'est quand même bien trouvé. Les rapports de force, là, ne sont pas les mêmes que d'habitude. J'aime bien quand c'est dans les romans où le rapport de force se situe pas là où on attend vraiment le rapport de force, vous voyez, où on attend plus que la personnalité forte va être une certaine personne et l'autre va subir. Or là, dans ce roman-là, c'est pas, c'est, la manipulation psychologique ne vient pas de la personne qui viendrait tout de suite en fait, qui nous viendrait tout de suite à l'idée. Et c'est ça que j'aime bien. Et le rapport avec le masque de lapin là sur la couverture est très important. Je peux vous dire que ce qui est raconté dans ce roman en rapport avec ce masque de lapin, âme sensible s'abstenir, hein, parce que c'est du glauque. Je pense à Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, elle qui aime bien classer les romans dans l'échelle du glauque. Je pense que celui-ci lui plairait parce que là, en termes de glauque, on a quand même un beau panel de glauquitude. Alors, bon, c'est vrai que par moments, il y a des scènes qui sont, ben, dire que c'est un peu dégueulasse. Voilà, bon, les personnes qui sont un peu sensibles, je pense qu'il faudra peut-être passer ces scènes-là. Euh, Ça va, j'ai le cœur bien accroché, donc ça a été. Mais sachez quand même qu'il y a des scènes qui sont potentiellement extrêmement violentes. Mais j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur voilà, qui prend bien son temps. D'ailleurs, il y a une préface d'un autre auteur suisse, en la personne de Nicolas Feuze, qui parle de polar suisse, comme on parle de polar américain, comme on parle de thriller à l'américaine, de thriller à la nordique. Euh, du thriller scandinave, et ici on parle de thriller suisse. Oui, le thriller suisse existe aussi, il obéit à certains codes, et donc voilà, oui, la lenteur, oui, la mise en place des personnages, très complexes. Donc là, oui, effectivement, on peut effectivement parler de touches, de catégories, d'une nouvelle catégorie de thriller qui est en train de naître. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, je ne suis pas du tout attachée au personnage parce que les deux là, oui, il y a des moments où ils sont, on peut leur pardonner un petit peu leur comportement, mais il y a quand même des choses qui font qu'ils sont, voilà, ils ont, voilà, ils en sont arrivés là, pas pour une mauvaise raison en fait. Hein. Il y a des circonstances qui expliquent grandement. Euh, le fait enfin, de la situation où ils en sont. C'est pas dû au hasard, hein, complètement. Hein. C'est pas la faute à pas de chance. Ils ont fait des choix, ils ont fait des choix de vie et ces choix de vie les amènent à la situation où ils sont actuellement. Et on voit toute la psychologie du personnage d'Eliot évoluer dans le roman. Moi, par moment, j'ai eu des difficultés à me rappeler que le gamin est censé avoir 15 ans. Le gamin est censé avoir 15 ans. Moi, les ados de 15 ans, j'en ai un tous les 15 jours à la maison, je peux vous dire qu'il est complètement aux antipodes du gamin qu'il y a là-dedans. Le gamin là-dedans, il a peut-être physiquement un âge de 15 ans, mais dans sa tête, il n'a pas 15 ans. Hein. Il raisonne réellement comme un adulte, et un adulte en pleine possession de ses moyens. Et c'est ça qui est flippant en fait dans cette histoire, c'est que quand on l'entend parler, quand on lit ce qu'il est en train de dire, il y a des moments où on oublie qu'on a affaire à un gosse de 15 ans. Ça peut être très bien être un adulte parfaitement accompli, un adulte bien dans sa peau, non, parce qu'il faut quand même lire ce qu'il dit, hein, enfin, ce qu'il dit quand même, hein, il n'est pas bien dans sa peau, hein, ce garçon,
mais par moment, on a l'impression d'avoir le discours genre d'un trentenaire, d'un quarantenaire, d'un cinquantenaire. Hein. Ça en est flippant. Et c'est ça qui est flippant dans cette histoire. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est le premier roman que je lis de cet auteur. C'est pas hyper fluide comme certains autres romans. Faut être un petit peu concentré sur sa lecture. Ça demande un certain investissement dans sa lecture, mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire, toute l'ambiance qui. Alors, par contre, les personnages, je me suis pas attachée, mais l'ambiance est vraiment très 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 intéressante. C'est très très bien construit. Je vous recommande vivement la lecture de ce roman. Comme à chaque fois que je vous présente un roman de chez Tornada, je vous encourage vivement à découvrir cette maison d'édition qui recèle de nombreuses pépites. Alors c'est des petits romans, mais voilà, il faut pas se fier au nombre de pages. Il y a la qualité éditoriale est vraiment là, et la qualité des auteurs qui sont dans cette maison d'édition est également présente. Donc je vous encourage vivement à découvrir Seule la haine de David Ruiz Martin. Et enfin, dernier roman que je vais vous présenter, mais pas des moindres, parce que j'ai un attachement particulier avec cet auteur. Il s'agit de Noir d'Espagne de Philippe Huette, publié aux éditions Rivage dans leur collection Noire. Il s'agit du nouveau roman du coup de l'auteur. C'est un auteur que je suis depuis, bon, je vais dire des chiffres, ça va encore faire mal à mon orgueil, mais que je suis depuis plus de 20 ans. Avec ses romans, c'est un auteur de romans noirs que j'ai connu dans un festival qui a lieu, un festival spécialisé dans la littérature noire et dans le polar qui a lieu dans ma ville depuis maintenant presque 20 ans. Bon, avec les histoires de Covid, tout ça, bon, il a fallu s'adapter, hein, n'est-ce pas? Mais il est là tous les ans. Tous les ans, il a son lectorat et il arrive grosso modo tous les ans ou tous les 18 mois avec un nouveau roman, et celui-ci, Noir d'Espagne, nous replonge. Le roman, voilà, a son point de départ au Havre en 1936, je crois. Attendez que je ne raconte pas de bêtises. On est dans les années 1900. Ouais, je dirais 36. Ouais, 36. Je dirais 36 quand même parce que. Enfin, 34, 36. J'avoue, j'ai un doute. Voilà, on est dans la ville du Havre, une ville portuaire, et le Havre a été quasiment la plaque tournante de ravitaillement des navires qui alimentaient la République espagnole sous l'égide de Franco. Sous le joug de Franco, voilà, tous les bateaux qui apportaient des armes et des vivres à la République espagnole passaient par le Havre. Et donc, parmi les dockers locaux, on a un certain Marcel Bailleul qui cherche absolument à retrouver l'assassin de son père Victor, et il découvre que le meurtrier s'est enrôlé a rejoint l'armée de Franco, et donc du coup il n'a de cesse de vouloir aller lui aussi en Espagne pour retrouver l'assassin de son père et lui faire la peau, hein, complètement, hein, autant dire les choses comme elles sont. Donc il va tout faire pour aller en Espagne, et donc il va s'enrôler dans les brigades internationales, ces brigades qui ont combattu l'armée de Franco en Espagne pour libérer l'Espagne du joug de Franco. Et donc du coup, Marcel va rejoindre les brigades internationales pour rechercher l'assassin de son père. Et parallèlement à ça, on a le journaliste Louis-Albert Fournier, qui lui va être un envoyé très spécial de son journal en Espagne. Alors lui, il se voit il se voit comme le nouvel Hemingway du journalisme, et il va être envoyé en Espagne sur le front, hein, parmi les combattants de la liberté et les armées de Franco. Et
on va retrouver ces deux personnages-là embringués dans cette guerre. Et moi, ce que j'aime dans les romans de Philippe Huet, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est que ce sont des romans qui sont très très richement documentés en maths, que ce soit historique. Euh, je vous l'ai jamais dit, mais je suis havraise, j'habite au Havre, et ici dans ce roman-là, il a basé quand même une partie de son intrigue dans mon quartier, dans le quartier où j'habite actuellement. C'était quartier des Dockers. C'était le quartier qui était à la frontière du port, là où il y avait tous les hangars, là où les dockers embauchaient. On a la cloche des dockers qui sonnait plusieurs fois par jour pour signer l'embauche et la débauche des dockers. J'habite en face de cette cloche. Je peux vous dire que je l'ai en face de moi tous les jours. On parle du quartier, on parle d'une certaine place qui est j'ai juste à traverser la rue et je suis sur cette place. Donc effectivement, moi, surtout l'histoire du Havre, avant la Seconde Guerre mondiale, car le Havre, si vous ne le savez pas, a été détruit en grande partie par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, a dû être reconstruit. Donc tout le côté, tout le vieux Havre historique a été détruit. Et ici, Philippe Huet nous replonge un peu dans Le Havre des années 1930, avant la Seconde Guerre mondiale, parmi ces gens qui ont voilà, tous les gens qui se crevaient le cul à l'usine et qui se sont battus sous les années Léon Blum pour que on ait des droits, les congés payés, la semaine de 40 heures ou 42 heures, enfin voilà, des semaines sur le temps de travail. Tous ces gens qui se sont crevés le cul, qui ont sué sang et eau, qui se sont battus, voire même pour certains qui sont morts pour ça, pour livrer aux autres générations des conditions de vie et des conditions de travail meilleures. Et voilà, Philippe Huet, il fait la part belle à ces gens-là. Il les met en scène, il les met en exergue, il les replace de leurs petites histoires dans la grande histoire, et c'est rudement bien fait. On se prend d'affection pour ces personnages. On apprend aussi énormément de choses. J'ai appris que Léon Blum avait écrit un livre avant d'être président, et ce livre avait été réellement sujet à controverse et à caution, car il prônait la liberté sexuelle des femmes autant que des hommes avant le mariage. Ils pouvaient très bien profiter, comme tous les hommes profiter de leur vie et aller tremper leurs biscuits à droite et à gauche avant de rentrer dans les rangs et de se marier. Quoique il y en a que le mariage n'empêchait pas de continuer à tremper leurs biscuits ailleurs. Mais pour lui, Léon Blum, il était normal de laisser les femmes assouvir leurs besoins et de vivre leur vie avant de se marier. Pour lui, c'était normal. Alors évidemment, à cette époque-là, c'était pas de bon ton de le dire, d'autant plus quand ça venait d'un homme politique, c'était encore moins glorieux. Et il y a aussi une scène, alors c'est tout à fait anecdotique dans le roman, mais qui m'a fait rire parce que c'est complètement pour l'époque, c'était complètement what the fuck. C'était, on avait ces deux sœurs. Il y en a une qui rentre dans le bureau de sa frangine, et là, elle la retrouve. La chemise défaite, la poitrine à l'air, la jupe quasiment retroussée jusque sous le menton, avec un bonhomme pantalon et bretelles sur les chevilles, en train de la besogner sur le bureau. Et là, elle se trouve extrêmement gênée de trouver sa sœur en train de batifoler avec ce bonhomme. Qui n'est pas du tout son mari, et du coup la frangine, alors, en plus de ça c'est l'aînée, elle est complètement décomplexée. Elle lui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu m'as vu, oui, tu m'as vu dans une situation peu recommandable, mais c'est naturel, quoi. Nous aussi on a bien le droit de vivre selon nos envies et nos besoins. Et sa sœur lui dit, oui, enfin bon, t'as vu la tête qu'il a, t'aurais quand même pu te faire besogner par quelqu'un d'autre, quoi.
voilà, trouver quelque chose de physiquement plus intelligent, non? Il dit ah mais oui mais bon ça va, bon il s'en tire quoi, mais ouais, c'est purement hygiénique. Voilà, dans le contexte à l'époque et de mettre en avant les combats de femmes aussi à cette époque-là qui voilà, voilà le combat des femmes pour avoir les mêmes droits que les hommes, voilà, il date pas d'hier. Hein, entre deux guerres, c'est exactement la même chose. Et on a aussi le parfait exemple que les femmes espagnoles ont profité de la révolution du combat qui était mené contre le franquisme par l'armée républicaine pour aussi se libérer du carcan des carcans dans lesquels elles vivaient, le carcan marital, le carcan de leur père, elles subissaient tout, hein, le carcan de leur mari, le carcan de leur père, le carcan de leur frère. Et elles ont voulu aussi les mujeres libres. Voilà, pardonnez mon accent espagnol, je parle aussi bien espagnol qu'une vache anglaise. Mais voilà, on a aussi, l'auteur nous dépeint aussi tout ce pan aussi de l'histoire des femmes espagnoles et des femmes françaises et des femmes espagnoles, leur combat pour avoir une vie meilleure aussi, au même titre que leurs concitoyens. Et voilà, Philippe Huette, il est comme ça, il fait des romans noirs, des romans qui fait la part belle aux petites gens, hein, aux petites gens qui font l'histoire dans la grande histoire et qui vivent des drames aussi et qui ont fait ce que la société est actuellement. Alors, c'est peut-être pas eux qui ont contribué à ce que du coup la société actuelle parte un peu en sucette, mais ils ont contribué à une certaine modernité de la société dans ce XXe siècle. Et j'ai adoré. Il y a des moments de franche rigolade, il y a des dialogues entre des personnages, toutes les bandes là que ce soit la bande de Marcel, la brigade de Marcel, ou la brigade où est tombé Louis Albert de combattants républicains, il y en a qui ont un certain vocabulaire, c'est très très drôle. Et pourtant, ils vivent des situations pas faciles, des situations même dramatiques. Voilà, les scènes de combat sont, voilà, il y a des morts partout. Hein, c'est des scènes de guérilla, ni plus ni moins. Mais voilà, c'est tellement bien écrit. On a vraiment l'impression d'y être. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup la part qu'il fait la part qu'il fait à ses personnages. Si vous voulez découvrir la plume de Philippe Huette, je vous conseille à 1000%. Son roman Quai de l'oubli. C'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur, je crois que c'est un de ses premiers romans qu'il a écrit il y a une vingtaine d'années. C'est le premier d'une trilogie avec son héros Gus Masurier qui est un journaliste. C'est absolument, enfin, moi j'ai adoré, je regarde un excellent souvenir de ce roman-là, et c'est ce qui m'a fait aimer Philippe Huette et que je suis maintenant depuis 20 ans et, euh, et voilà, je vous recommande vivement son dernier Noir d'Espagne et je vous conseille vraiment toute sa bibliographie qui est absolument formidable. Il a une plume où on sent encore la patte du journaliste derrière cette plume, mais c'est toujours très très richement documenté, c'est historiquement documenté. Si vous voulez passer un bon moment, découvrez cet auteur dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Booktube, sur Instagram. Voilà, et il gagne vraiment à être connu par les amateurs de polar et de polar sociétal, de polar et du roman noir dans ses grandes lettres de noblesse. Voilà, j'espère vous l'avoir bien vendu. Hein, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous avez lu, vous, cette semaine. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à la partager sur vos différents réseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!